Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Canal 10, du ZCL et aussi de Radio Attention et de CDC-FM. Mais dans un instant, on va recevoir nos deux premiers invités, Julien Mélin, bonjour. Bonjour. Et Jordan Charini, bonjour. Bonjour. Parler de l'UNAS et du projet Le Mans 2023, ça va être intéressant. Les 24 heures du Le Mans viennent de la Guadeloupe. Un peu plus tard, on aura la chronique habituelle de Marilène Ferdi qui reçoit aujourd'hui Florence Napri. Jacqueline Jacquet sera aussi notre invité un peu plus tard, vers 13h30. Johnny Désir, président de l'association Coordination Italienne Tête Collée, haïtienne, pardon, Tête Collée sera là. Puis on va terminer par Manik Siar Titeka, qui sera notre invitée depuis la Côte d'Ivoire, où elle tient en ce moment un salon. Sinon, l'actualité, c'est la visite du chantier, du futur chantier de l'EDF, c'était ce matin. Charlie Dagonia était sur place, gros bâtiment, on verra donc s'il respecte toutes les normes écologiques. Itinéraire produit pour la sauvegarde de la race créole, très important pour nous. On fera un retour sur le marathon des abîmes ce week-end. La conférence de presse a eu lieu ce matin. Et puis si on a vraiment le temps, on ira faire un petit tour un peu plus loin. C'est à Sainte-Rose, où Christian Lara est en train de tourner un film. Maxime Morel est sur place. Voilà un peu le sommaire. Bon week-end, puisque le week-end débute. Puis, comme on dit, attention sur les routes, c'est important pour votre sauvegarde personnelle et celle des gens qui roulent. Alors, bonjour donc à vous deux. D'abord à Julien Mélin. Alors, l'UNAS, alors peut-être il faudrait expliquer à ceux qui ne savent pas ce qu'est que l'UNAS. Oui. Ça ressemble à un autre nom qu'on connaissait. Alors oui, alors en fait l'UNAS c'est l'Union nationale des associations de sauveteurs et de secouristes, donc c'est une association de secourisme. Oui. On a plusieurs volets dans notre association. On a un volet formation où on fait de la formation professionnelle et secourisme, donc au grand public. Oui. L'idée c'est de sensibiliser le maximum de personnes au premier secours. On a un deuxième volet qui est l'opérationnel. Donc pour que les personnes puissent, après avoir appris le secourisme, pouvoir le pratiquer sur le terrain, donc sur des compétitions sportives ou culturelles. Et on a un troisième volet, solidarité. On travaille sur l'adaptation des formations pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, une personne sourde ou une personne aveugle, par exemple, ne peut pas être formée au secourisme. Donc on travaille depuis plusieurs années sur l'adaptation des formations et l'écriture d'un référentiel qu'on souhaite déposer au niveau du ministère pour que toutes les associations puissent mettre en place ces formations. Alors, Jordan Charini, vous êtes en service civique à l'UNAS. Au quotidien, vous faites quoi ? Alors au quotidien, soit on est en formation aussi, par exemple, je suis déjà allé avec Célia Coste, sur une formation avec des autistes, parce qu'on s'occupe aussi de la partie handicap, justement comme disait Julien, au niveau des personnes qui sont sourdes, au niveau des personnes qui sont aveugles, et là justement les personnes qui sont autistes. Oui. Donc là j'ai pu assister Célia sur cette formation, mais généralement on est sur du poste classique de secourisme, par exemple au carnaval de Pointe-à-Pitre, on y était aussi. On fait aussi des compétitions de judo, des compétitions de BMX. On est sur différents endroits sur toute la Guadeloupe. Alors, Julien Mélin, je vous pose quand même la question à savoir. Vous intervenez sur les plages ? Alors, sur les plages, il y a beaucoup de noyades en ce moment. Oui, alors en fait sur les plages on a un agrément, donc on est agréé de sécurité civile, donc il y a plusieurs types d'agréments. On a l'agrément pour tout ce qui est sauvetage aquatique, donc on est intervenu sur une compétition, alors c'est beaucoup sur les compétitions sportives pour les postes de secours au niveau des plages, ça dépend en fait des communes qui doivent mettre en place ces postes de secours. Oui. Sur des compétitions sportives aquatiques. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Non, il n'y en a pas beaucoup de communes équipées de postes de secours. Après c'est surtout sur les compétitions ou les événements. Oui. Par exemple on a la swing run, c'est un triathlon qui aura lieu, un biathlon qui aura lieu aux Saintes le week-end prochain. Oui. On est intervenu sur des compétitions avec des kayaks et des choses comme ça, donc c'est surtout sur les événements, donc c'est très ponctuel. Oui. Alors, la formation pour un jeune, par exemple, comme Jordan, qu'est-ce que vous faites avec lui au quotidien ? Vous l'apprenez à secourir quelqu'un par exemple en difficulté Exactement. Alors, par exemple. en fait, donc Jordan, c'est un petit peu particulier puisque eux, ils sont sous contrat avec nous, donc c'est des contrats de 8 mois. Donc nous, on travaille beaucoup avec les étudiants, donc c'est les contrats de service civique. On travaille beaucoup avec les étudiants à la fac, donc étudiants en médecine ou étudiants en STAPS, donc en fac de sport, puisque on a des volets un petit peu sportifs dans nos activités. Et donc ils viennent dans notre structure, on les forme, donc c'est du premier secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2. La formation, elle dure combien de temps ? 35 heures pour le PSE1 et 28 heures pour le PSE2, donc c'est des formations assez lourdes, on va dire. Donc c'est du assistance à personne, mais aussi avec du matériel. Que c'est lourd. Non, c'est lourd, mais c'est sympa. D'accord. Oui. Et l'idée, c'est d'intervenir sur des postes de secours avec du matériel. Donc de l'oxygénothérapie, en fait, on fait du secours à personne au même titre que les pompiers. Au niveau de la formation sur le secours à personne type, c'est exactement la même chose.
Oui. Et vous intervenez beaucoup en Guadeloupe en ce moment, d'une manière générale? Sur les postes de secours? Oui. Tous les week-ends, on est, pour l'instant, on est à peu près au niveau des postes de secours. Depuis le début d'année, on a 38 postes de secours, 39 même, 39 postes de secours depuis le début d'année. On va être sur un volume d'à peu près 100 postes de secours sur l'année. Donc oui, on travaille beaucoup avec... Alors qu'est-ce que vous appelez poste de secours? Alors un poste Ce de sont secours... les interventions réellement? Oui, alors poste de secours, en fait, c'est sur une compétition sportive, par exemple. Là, dans quelques semaines, on a le trail du café, donc à Vieux Habitants. À Vieux Habitants. Donc c'est un trail, il y aura à peu près un peu plus d'une centaine, peut-être 150 coureurs. Et nous, on vient avec notre dispositif, donc c'est obligatoire, la réglementation oblige à avoir un poste de secours. On vient, on met en place un poste de secours, donc là, ce sera une dizaine de secouristes équipés. Alors nous, on a la particularité de s'adapter complètement aux activités. Par exemple, là, sur le trail, on a comme Jordan par exemple, des serre-fils. Donc en fait, nos secouristes, on a 4 secouristes qui sont équipés avec du matériel sur leur dos et ils font les 31 km et les 1800 mètres de dénivelé. Il faut y aller. C'est du sport là. Pas qu'un peu, mais bon. D'accord. Et le barda, il est lourd quand même? Il y a des sacs plus lourds que d'autres, mais bon, à force on a l'habitude. Oui, mais c'est avec quoi? Des masques d'oxygène, des choses comme ça? Tout ce qui est oxygène, non, mais en fait on s'est rendu compte, on fait des analyses de risques. Et sur un trail par exemple, les gros risques ça va être les fractures et les arrêts cardiaques, ça va être nos gros risques. Et on se rend compte que une personne qui fait un arrêt cardiaque ou une fracture, c'est rarement à l'arrivée, là où le poste de secours il est positionné. Donc ils vont avoir du matériel de... Alors déjà ils sont localisés. Premier soin. Exactement, ça va être du premier soin et un défibrillateur. Donc tous nos sacs ont tous nos secouristes ont un défibrillateur dans le sac. Ça nous permet d'intervenir en direct. Pourquoi? Parce qu'on sait que si une personne qui fait un arrêt cardiaque, au bout de 10 minutes, si les gestes ne sont pas pratiqués correctement et si le défibrillateur n'est pas utilisé, le pourcentage de survie est quand même très faible. Vous intervenez par exemple sur les courses cyclistes? Oui, on intervient sur les courses cyclisme. On a travaillé avec les courses sur Boson aux Abîmes par exemple. Donc on travaille avec cette structure-là pour le moment. Puis sur du BMX pour l'instant. Après le comité cyclisme a une autre association parce qu'on n'a pas que nous. Il y a l'UNAS, mais il y a d'autres associations. On est 7 associations agréées de sécurité civile sur la Guadeloupe. D'accord. Bon, alors, pour les handicapés, les personnes en situation de handicap, comment ça se passe? Eh bien alors en fait comment ça se passe? On est en partenariat avec la préfecture il y a à peu près 2 ans de ça, un peu plus même. On s'est posé la question de se dire l'État, le gouvernement a mis en place un projet et l'objectif c'était 80% de la population française soit formée au secourisme et on s'est posé la question de savoir si les personnes en situation de handicap étaient concernées par ça. Et on a testé, la préfecture nous a suivis, elle a été courageuse puisqu'on leur a dit on teste quelque chose mais on n'est pas sûr que ça marche. Oui. On va aller sur un public sourd et on va essayer de voir les problématiques. Un défibrillateur par exemple ça parle et on peut rien y faire, donc on adapte complètement. On a testé avec les personnes sourdes, ça a fonctionné, on a écrit un référentiel, donc il y a une formation un peu plus longue que pour une personne sans handicap. On a essayé avec les personnes aveugles, ça fonctionne aussi très bien, et là on s'attaque depuis quelques semaines avec les personnes en situation d'autisme avec une adaptation complète des supports, en travaillant avec des médecins par exemple ou des référents handicap pour l'adaptation des supports. Alors Jordan, vous êtes là en service civique, ça va durer combien? 5 mois, c'est ça? C'est 8 mois. 8 mois? Alors ça. Après, est-ce que vous envisagez par exemple, je sais pas moi, d'être un professionnel du secours, mais vous faites ça pour juste apprendre le b.a.-ba du secourisme? En vérité, au début, quand j'ai commencé, je me disais surtout que je voulais un job étudiant, voilà, parce que en étudiant, c'est important d'avoir quand même des revenus sur le côté. Oui. Mais plus j'avançais dans les mois, plus je me disais que finalement, c'était quand même une bonne idée de me lancer dans ça. Et là, j'arrive à mon 8e mois, mon dernier mois. Oui. Et je me dis que c'était quand même bien stylé. Et donc, que j'allais continuer en bénévole. Oui. Et surtout aussi, si c'est possible de passer en formateur aussi, ça serait cool. Oui. Donc, voilà. Parce que justement, j'avais posé la question au niveau des formateurs au sein de l'UNAS. Quand vous avez des jeunes comme ça, ou d'autres, comment on peut les intégrer progressivement? C'est l'idée, l'idée c'est pas de les prendre en service civique et au bout de 8 mois les laisser de côté, c'est vraiment pas du tout l'idée. Ils ont acquis des compétences, avec le projet Le Mans ils vont avoir encore plus de compétences. Oui. Donc l'idée c'est que derrière ils puissent devenir formateurs. Donc pour ça on a des formateurs de formateurs au sein de notre équipe. Il y a des formateurs de formateurs. Exactement. Et donc l'idée ça va être justement dans la continuité, de les former en tant que formateurs pour qu'ils puissent transmettre. Donc c'est vraiment cette idée. Et au niveau du bénévolat, ils ont des compétences. On va avoir de nouveaux services civiques qui vont arriver en octobre. Ils vont être un petit peu leur tuteur d'une certaine manière, parce que ils connaissent. C'est pour ça. C'est comme ça va se passer, Jordan? Oh, mais ça va se passer super bien. On a déjà commencé à les intégrer au fur et à mesure. Enfin, des personnes qui commencent à faire les formations. Oui. On y va de temps en temps parce qu'ils vont passer sur les postes aussi. Oui. Donc, c'est sympa. Alors, quand on est au 8e mois, au bout de sa formation, qu'est-ce qu'on a appris globalement qui peut servir du jour au lendemain?
Alors c'est quand même très large. C'est très large. Très large. Le spectre est très large. Que ce soit le petit secourisme, je sais pas, les petits bobos, les petits trucs comme ça c'est du classique. Oui. Mais quand on voit quand même que pas mal de monde a du mal, si on a une situation de personne inconsciente qui respire pas, si c'est un massage cardiaque ou si c'est une PLS, les gens partent dans différents horizons. Donc bon, au final, quand on fait les 8 mois, au bout d'un moment, ça commence à bien entrer. Et on est bien calé sur le sujet au final. Oui. Et on a bien intégré le fonctionnement. Normalement, au bout des 8, c'est censé le faire. Hein. Oui. Et des jeunes comme Jordan, vous en avez beaucoup parce qu'il est très enthousiaste. Ouais, alors ça fait la deuxième année où on a des services civiques. Donc cette année, on a 10 services civiques, tous aussi enthousiastes que Jordan. Oui. Ils sont tous très 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 motivés et surtout très courageux. Quand on s'est lancé, quand on a fait le choix de prendre des services civiques, au début ça nous faisait un petit peu peur les étudiants parce que ils ont leurs études à côté. Il faut être honnête, nous on a besoin, c'est un contrat de 24 heures par semaine et ils ont leurs études à côté. Après dans la structure on a fait le choix aussi de faire passer leurs études en priorité. Par exemple c'est la période des examens pour les donc courage à ceux qui sont en train de passer ou les étudiants en médecine qui vont commencer leurs examens la semaine prochaine pardon. On a fait le choix de privilégier leur cours en fait. Oui. Et en contrepartie on a les postes de secours les week-ends, donc ils travaillent quasiment que les week-ends avec nous. Et ils sont tous très très dynamiques et en plus de leurs études, certains ils sont en 3e année de médecine et en plus de leurs études ils viennent faire des postes de secours et certains ils sont tellement motivés qu'ils viennent même faire du bénévolat encore en plus. Ah bon, ils font du bénévolat en dehors même des... Et certains, les plannings c'est difficile, hein. Sur les trails par exemple c'est super difficile de faire les plannings parce qu'en vrai tout le monde veut être là. Ils veulent tous être là, ils veulent tous participer. Donc non, franchement, on est vraiment fiers. C'est vraiment la jeunesse comme on a envie de la voir, qui a vraiment envie. Motivé. Plus que motivés. Les plannings, c'est super difficile de les faire. Hein. Donc non, ils sont très très motivés et ils arrivent à leurs 8 mois de service de fin de contrat. Hein. Leur fin de contrat, c'est le 4 juin. En vrai, ils commencent déjà tous à nous poser des questions de savoir après. Qu'est-ce qu'on fait oui. Parce qu'ils veulent participer. Alors, on est dans une télévision où il y a des gens qui regardent. Probablement, il y a des jeunes qui peuvent être intéressés. Quel est le message que vous leur délivrez ? Alors, le message, c'est avant tout, regardez notre page Instagram, donc UNAS Guadeloupe. Venez voir un petit peu ce qu'on fait, toutes les activités qu'on met en place. Et n'hésitez vraiment pas à envoyer un message sur Instagram directement. Il y a le numéro, il y a l'adresse mail, il y a tout ça. Pour pouvoir être service civique, on va lancer une nouvelle promotion de service civique au mois d'octobre. Entre 10 et 15. On va voir, parce qu'il y a des projets encore en cours, donc entre 10 et 15 jeunes, mais rien n'empêche, pour l'instant on en a certains. À quel âge Alors de 18 à 25 ans. C'est 18-25 le service civique et jusqu'à 30 pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est normé, hein, ça, on ne peut pas faire plus. Et l'idée en fait, des services civiques, ce qu'on a mis en place cette année, c'est qu'à l'issue des contrats de service civique, on mette en place un projet... comme on va parler là à l'instant, pour clôturer un petit peu l'année et récompenser d'une certaine manière nos secouristes de tous les efforts qu'ils ont pu faire. Ça se fera quand ? Et bien là, c'est ce que vous avez au niveau du 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, alors exactement. expliquez-nous si c'est 24 heures du Mans en Guadeloupe. En vrai, les 24 heures du Mans, c'est le centenaire de 24 heures du Mans, donc au Mans. Hein. Donc ça fait 100 ans que la course auto existe. Et l'UNAS, donc au niveau national, donc c'est une fédération au niveau national, a le contrat des 24 heures du Mans depuis des années et des années et des années. Et... jamais une délégation outre-mer n'a fait participer, puisque c'est une organisation, c'est des coûts qui sont quand même assez importants. Donc c'est un projet qu'on a lancé il y a à peu près un an en se disant comment on va pouvoir faire pour envoyer nos secouristes guadeloupéens représenter la Guadeloupe au niveau du secourisme aux 24 heures du Mans. Donc on a travaillé sur ce projet, on l'a mis en place et en vrai ça va être un très très gros test pour nous et il y aura une grosse analyse à faire des 24 heures du Mans. Parce que l'année prochaine, alors je ne sais pas si vous savez, mais on a un gros événement international qui va se dérouler en métropole aux alentours de juillet, août, septembre. Les JO. Exactement. Et l'UNAS a une partie des postes de secours sur cette compétition, sur cet événement plutôt. Et notre idée, c'est de se confronter un petit peu à un événement international. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire des postes de secours au niveau local, avec une quinzaine de secouristes. Là, les 24 heures du Mans, c'est un peu plus de 300 secouristes et 300 000 personnes. C'est des dispositifs, on n'a pas l'habitude. Du transport de victimes, on ne sait pas faire, on ne le fait pas ici. Donc, c'est un premier test et une grosse récompense aussi pour nos secouristes qui ont été efficaces cette année, qui ont été bénévoles, qui ont vraiment voulu nous aider. Donc, on envoie 15 personnes. Dans Jordan ou pas? Jordan est... Ah oui, il faut. Et puis Jordan, en plus, il a la particularité, mais il a jamais pris l'avion. Donc c'est notre. Ah bon?
Et ouais, là j'arrive à mes 20 ans. Dans quelques jours, là, j'ai jamais pris l'avion. Donc, là, c'est quelque chose d'incroyable. Mais pour la formation sur les 24 heures, c'est tout à fait particulier, là. Alors en vrai, ils sont PSE1, PSE2, premier secours en équipe de niveau 1, de niveau 2, ça c'est un acquis. En plus de ça, on veut essayer, puisqu'en arrivant au Mans, on arrive quelques jours avant pour pouvoir être briefé et un petit peu formé sur place. Mais l'idée, c'est d'utiliser aussi les compétences locales. Par exemple, à la fin du mois, on va faire un exercice avec les sapeurs-pompiers, donc le SDIS des Abîmes, justement pour le transport de victimes. Nous, on ne sait pas faire. En métropole, on a des associations agréées de sécurité civile qui ont des véhicules de transport de victimes. Donc, on transporte jusqu'au CHU. Et ici, on n'en a pas et on ne sait pas vraiment faire. Donc, on prend contact avec les compétences locales, avec nos pompiers, pour qu'ils puissent nous briefer, nous entraîner un petit peu, pour qu'on arrive au Mans avec des compétences supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Donc 15 jeunes qui vont partir. Quelle date? Alors, on part du 5, donc leur service finit le 4. À partir du 5, ils sont bénévoles. Donc, ils montent dans l'avion le 5 avec nous. Et ils y restent du 5 au 14. Du 5 au 14. Donc, c'est une semaine cette année. Donc, c'est 24 heures. Mais il y a énormément d'événements qui vont avoir lieu autour. Et l'idée, c'est que derrière, s'ils veulent prendre des vacances en métropole, c'est l'occasion, ils sont déjà. Donc, ils restent sur la métropole pour découvrir, pour certains. Et ça préfigure déjà les JO. C'est ça, en fait, l'idée, c'est vraiment de se tester. Mon idée à moi, au niveau de la structure, c'est, avant d'envoyer du monde sur cet événement, c'est de voir un petit peu nos compétences, nos lacunes, et nous laisser 1 an pour pouvoir se préparer correctement à cet événement qui va être encore plus grand que les 24 heures du Mans. Méga événement. Hein. Ça sera un événement énorme, très très grand, qui sera dispatché sur toute la métropole, donc avec des postes de secours très très spécifiques. Donc voilà, l'idée du Mans, c'était se confronter à un événement international en prévision de 2024. Mais écoutez, on vous dit merci, bon voyage Jordan. Merci beaucoup. J'espère qu'on n'aurait pas à me secourir, on joue sous les routes, on ne sait jamais. Faut faire attention. Je ne le souhaite pas. En tout cas, merci d'être venu. Merci à pour ça. Et puis, vous avez donné le contact sur l'Instagram de l'UNAS, les jeunes qui sont intéressés. Il n'y a que 15 places, c'est ça? Oui, mais il y a plein de places de bénévoles et on peut leur faire passer des formations et tout ça. Donc il y a 15 places de service civique, mais derrière, il y a plein d'opportunités à côté du service civique. Bon, just do it, comme on dit sur Nike. Visite du chantier, futur EDF, on revient à l'actualité avec le Jordan de la réalisation, Charlie Dargounia. C'est un projet quand même que nous avions lancé quand j'étais maire de Bémao. Depuis tantôt, hein. On a commencé par la pépinière quand même Audacia de l'autre côté du service technique. Nous avions, je le dis, acheté ces 27 hectares de terre et je peux dire que j'ai eu beaucoup de pression pour ne pas les acheter. Et je me rappelle avoir dit que je ne veux pas hypothéquer l'avenir des jeunes bémarossiens guadeloupéens. Nous avons eu cette idée et je tiens à saluer un peu mon directeur de cabinet, Tézi Bernadotte, qui s'est impliqué matin, midi et soir pour ce projet avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, après avoir bien consulté, après avoir travailler, visiter des technopoles à l'extérieur. Nous avons voulu, sur ces 25 hectares, avoir notre petit Silicon Valley, je le dis comme une petite défense, avoir vraiment une technopole qui sera gérée par un organisme, un groupement, qui restera, je le dis effectivement, sur l'égide de la ville de Bémao, accompagné par la région Guadeloupe, le département. Mais ce qui est important, c'est qu'ici, ce sera vraiment un centre d'affaires où les nouvelles technologies seront implantées. Et aujourd'hui, c'est une visite que nous faisons du siège de EDF qui va regrouper plus de 350 personnes. Sur le site, nous aurons un peu plus de 350 salariés qui travailleront sur tous les corps de métier de notre entreprise. Et ce sont des salariés qui travailleront dans de très bonnes conditions au sein, bien évidemment, de cette technopole Audacia, qui a été développé, initié par de nombreux partenaires, au premier rang desquels le président Harry Chalus, la région Guadeloupe, bien évidemment le département avec Guy Losbar, la mairie de Bémao avec Madame Polifonte, et puis l'ensemble des parties prenantes, y compris les partenaires financiers qui ont permis de boucler le filage financier de ce projet. C'est le premier projet post-Covid de cette envergure en termes de partenariat public-privé, puisque c'est un projet à 30 millions d'euros. C'est un bâtiment aussi qui est innovant, parce que c'est la première fois qu'on descend à 2 niveaux de sous-sol pour faire des parkings, de façon à limiter l'emprise foncière. Donc c'est d'une première en Guadeloupe. Et surtout, c'est un bâtiment qui sera certifié BREEAM, donc ce qui est en fait un label de haute qualité environnementale, et donc qui est l'excellence en termes de bâtiments et de chantiers qui limitent l'impact sur l'environnement. Nous avons une action de formation qui est permanente chez GTM. On accueille des jeunes toute l'année
c'est dans le cadre de l'insertion sociale. Que ce soit obligé dans le cadre des marchés publics ou pas, nous formons naturellement des jeunes. Ici, nous avons formé 12 jeunes avec un taux de réussite à l'issue de la formation de 91%. C'est-à-dire qu'on a 11 jeunes sur 12 qui finissent leur formation au bout de 4 mois avec la possibilité d'intégrer l'entreprise. Donc ils sont tous travailleurs maintenant, qui ont terminé leur stage chez GTM et ils font du coffrage, du ferraillage et tout un tas d'ouvrages. Donc sur ce chantier d'EDF qui est emblématique, on a besoin de leur contribution. On imagine que Richardis a dû avoir une particulière émotion, puisque je rappelle qu'avant d'être président de région et maire de Bemao, il a travaillé à EDF et ce nouveau siège chantier d'EDF sera dans sa propre commune. Voilà, il est 2h51, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZCL News. On va recevoir, je vous l'ai dit dans un instant, Marilène Ferdi et une chanteuse guadeloupéenne très connue, Florence Napri. C'est dans un instant. Voilà, c'est déjà la deuxième séquence du ZCL News et là on a avec nous deux femmes. Madame Ferdi, bonjour. Bonjour Danick. Très souriante. Très souriante. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais surprise de voir que vous avez réussi à prononcer mon nom et pour ça je vous félicite. Vous voulez vous appeler Marlène ou un truc comme ça ou Arilène? Notre invitée est morte de rire, si on peut l'avoir à l'écran, elle sait pourquoi. Et je salue donc Florence. Bonjour. C'est la première fois que je la vois, je ne la connaissais pas. Oui, c'est ça, non, on ne s'est jamais rencontré auparavant. Bon. Absolument. Bien, welcome. Alors, tout de suite, on va parler un petit peu cinéma avant votre chronique, vous permettez quand même? Ah ben, super. Dès lors qu'il s'agit de cinéma, vous pouvez y aller, et encore plus quand c'est Christian Lara. Oui, et on ne va pas faire de cinéma. Voilà, c'est parti. Il y avait un reportage ce matin, puisque Christian Lara est en train de tourner un film qui s'appelle L'Homme au bâton. Alors, L'Homme au bâton, c'est un livre qui a été écrit par Ernest Pépin il y a quelques années. Alors, je ne sais pas s'il s'en a inspiré, parce que L'Homme au bâton, c'est une vieille tradition guadeloupéenne aussi, d'hommes qui venaient embêter les femmes, harceler les femmes avec un bâton. Alors, on ne sait pas si c'est un vrai bâton ou si c'est autre chose. En tout cas, on l'appelait L'Homme au bâton. Oui, bon. J'ai compris. Je crois que vous insistez beaucoup sur le mot bâton, et je crois que c'est L'Homme au bâton, le nom du film. Vous avez compris? Bon, je ne dis pas davantage. On regarde le reportage. Le cinéma, c'est une vitrine pour l'étranger et un miroir pour les Guadeloupéens. Ce qui amène ce film-là est particulier parce que dans ce film, nous avons créé ce que nous avons appelé la passerelle culturelle. C'est-à-dire cette passerelle culturelle, c'est lors des Sotigui, nous avons initié cette passerelle qui permet de faire venir des comédiens, des guest stars africaines. Par exemple, nous avons des Burkinabés, nous avons un Malien qui sont en tournage avec nous. Et lors de ce tournage, à ce moment-là, comme ils interprètent de vrais rôles, parce que ce n'est pas de la figuration, de vrais rôles, à ce moment-là, nos films à nous pourront être vus en Afrique. Notre public, il a besoin de nous voir, c'est vrai, raconter des histoires beaucoup plus, on va dire, proches du pays, mais il a besoin également de nous voir à l'international avec d'autres comédiens. Nous avons besoin de nos histoires, nous avons besoin de nos images en Afrique. Et notre Afrique, c'est ça, la Guadeloupe, le Burkina Faso, l'Afrique, c'est une et indivisible. Et il faut qu'on se ressource à travers nos us et coutumes, nos traditions. Et je pense que cette histoire, en ce qui concerne la légende de l'homme au bâton, c'est une histoire qui vient bien à propos. Nous en avons en Afrique, on a des histoires, on a des images, et l'Afrique a besoin de ces images pour se refaire. Qui en Guadeloupe n'a pas connu l'homme au bâton? C'est-à-dire que moi, je me suis posé la question, mais pourquoi cette histoire a imprégné l'esprit des Guadeloupéens? Et j'ai cherché. Moi, je pensais sincèrement que c'était un vrai fait divers. C'est-à-dire quelque chose qui s'était réellement passé. Mais je vous laisse la surprise de voir. Et je crois bien qu'en développant cette culture, nous allons développer aussi notre économie. En développant cette économie, il y aura du boulot parce qu'en faisant un film, cela permet de connaître la Guadeloupe. Et j'espère que ceux du Burkina, des gens d'Afrique, ceux du Burkina Faso, viendront nous rendre visite. Et ça va faire que ça va se développer. Mais aussi les liens culturels vont se développer entre nos pays, notre pays le Burkina, mais aussi avec les autres pays d'Afrique. Voilà, il y a des Burkinabés et des... Maliens. Il n'y a pas d'Ivoirien. Il n'y a pas d'Ivoirien. Mais il y a un Ivoirien qui s'exprimait. Il y a un Ivoirien aussi qui s'exprimait. Bien, alors, tout de suite, c'est parti. Générique de Madame Marilène Ferdi.
La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Alors, bonjour Madame Ferdi. Rebonjour. Ouais, bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? De qui? Ah ben, on l'a déjà dit quand même. Hein. On va parler d'une talentueuse jeune femme. Elle est quand même jeune hein, par rapport à vous et moi. Ça reste une jeune femme. Une chanteuse, une auteure, une comédienne. On ne dit pas autrice maintenant. Et une actrice. On dit autrice. Alors moi, parfois, j'en vois écrire, on peut l'écrire auteure comme autrice. Oui. Les deux sont... Moi, j'ai vu autrice, les deux. je trouve que c'est triste comme mot. Autrice. Bon, on va revenir à notre sujet parce que je peux vous dire que concernant notre invité, il y a beaucoup de choses à dire et on n'a pas beaucoup de temps. Oui, allez-y. Alors, ce que je peux dire, c'est que notre invité fait partie de ce qu'on appelle la génération Y. Ce sont les personnes qui sont nées en 1980-90. Pourquoi j'insiste? Donc, ce sont des personnes qui ont évolué avec les jeux vidéo, l'ordinateur, mais ce sont d'excellents communicants, créatifs et des gros bosseurs. Et on peut dire que ça représente un peu notre invité. En plus de cette casquette de chanteuse, de comédienne, d'auteur ou d'autrice, c'est aussi quelqu'un qui est ancré sur son territoire. C'est aussi une militante politique qui a des engagements politiques, donc auprès d'une force politique qu'on appelle l'ANG. Mais aussi, c'est quelqu'un qui a des revendications culturelles. Oui. Mais c'est important parce que c'est ce qui la caractérise. Et que tout le monde se souvient de cette fameuse minute du CAC et de ce travail qu'elle a fait avec son collectif de militants en résistance. Mais on va remonter. Donc, Florence a toujours aimé chanter, depuis sa plus tendre enfance. Mais au départ, il n'était pas question pour elle d'embrasser une carrière dans le milieu de la musique. Déjà, ça ne faisait pas partie de la culture familiale. Après ses études, avant même ses études, elle a toujours continué à chanter avec divers groupes, le groupe Panache, donc qui chantait sur des répertoires. Donc c'est un groupe de Martiniquais, de Guadeloupéens et de Guyanais qui chantait sur des répertoires de zouk et de compas. Et puis, tout en continuant ses études, elle a abouti à la fin de ses études à occuper un emploi de libraire bilingue. Ah, ça vous parle, ça? Et puis, en 2009, elle s'est dit, on va arrêter de se mentir. La musique, c'est vraiment une passion. Je vais mettre en stand-by ma carrière professionnelle de libraire. Je vais démissionner et je me fixe comme objectif 2 ans pour percer. Sans avoir pas plus de plans que ça. Ouais. Voilà. Donc, elle a intégré plusieurs groupes de parisiens qui étaient dans la musique traditionnelle, où elle a pu s'exercer à la comédie musicale. Et puis aussi, elle a été accompagnée par un ami de longue date qui est aussi musicien, pas n'importe qui. La dame, elle est très bien entourée, Stéphane Castry. Oui, quand même. Hein, bon. Qui l'a accompagné pour son premier album, oui. Femme Con. Donc, c'est un album qui est sorti en 2012. Je l'ai, hein. Alors, pour la petite anecdote, moi, je l'ai. J'ai eu la chance de la voir sur scène, pieds nus, en scène jusqu'aux dents. Ah bon? À la salle Lanterne. J'ai encore cette image. Et depuis, cette image que j'avais de cette jeune femme n'a pas changé. Alors, moi, je l'ai retrouvée. Alors ça, je donne les temps forts, hein. Interprétant une dame extraordinaire de notre patrimoine musical, notamment de la Biguine. Est-ce que vous avez vu ce fameux spectacle qui rend hommage à cette dame? En plus, 2 fois. Bon, moi, c'était au bac, hein, 2 fois. Mais c'était au bac. Alors, vous savez de qui on parle? C'était super. Manuela Pioche. J'ai même dû écrire un article là-dessus. Voilà, si Manuela Pioche. Oui. Et le spectacle s'appelait Dans la peau à Mano. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est elle qui a écrit l'histoire de ce spectacle. Oui, elle ne s'est pas contentée de l'interpréter. C'est une vraie comédie musicale. Donc, elle a été accompagnée pour ça avec des professionnels de la mise en scène. Et il y a un arrangement de qui, selon vous? L'arrangement musical est de qui? Ça doit être au brin de Castry, j'imagine. Stéphane Castry. Oui. Je dis des bêtises ou pas? Absolument. Absolument pas. Et il y a même une artiste, artiste graphiste qui était aussi de ce spectacle-là. Vous ne savez pas ça? J'avoue que pour moi, je me suis concentrée surtout sur le personnage principal et son interprétation. alors, je découvre que nous sommes dans une compétition. Bon, mais enfin bon. Alors donc, la peau à Mano, alors le petit scoop quand même qu'on va donner, c'est qu'elle m'a promis
que pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de le revoir, parce que souvenons-nous, c'est sorti en 2020, après on a eu le Covid, ils envisagent, les organisateurs, peut-être que de donner la possibilité à tous les téléspectateurs et aux Guadeloupéens de revoir ce spectacle magnifique. C'est une bonne nouvelle, ça. Hommage à Manuela Pioche. Oui. Mais ce n'est pas que ça. En 2020, qu'est-ce qu'on a connu? On a connu tous ces problèmes de confinement qui ont généré des problématiques que Florence a voulu rendre publiques. Donc, toutes ces femmes qui ont connu des violences conjugales. Et donc, elle a rendu hommage à ces femmes, mais aussi, c'est une façon, à sa manière, d'interpeller les hommes et les femmes guadeloupéens dans un podcast appelé « Rebelle et la bête ». Et que j'invite à tout le monde à découvrir. Donc, vous allez sur la plateforme Spotify, Rebelle et la bête, et vous pourrez écouter ce travail formidable qu'a fait Florence. Alors, elle ne se décrit pas pour autant comme une féministe, hein. D'accord? Alors moi, ce que j'aimerais savoir, je sais que Florence fait partie de l'affiche pour le festival Terre de Blues, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que Florence nous explique de toutes ces expériences, mais aussi de ce travail qui a été fait au CAC de revendication de politique culturelle de la Guadeloupe avec ses amis du collectif d'artistes en résistance. Oui. Qu'est-ce qu'il en est ressorti depuis? Puisque Florence m'a confié que quand elle est venue en Guadeloupe, ce qui a été dur pour elle et qui a motivé ce choix de rentrer en résistance, elle m'a dit une phrase qui est terrible. Être artiste, vouloir être artiste en Guadeloupe, c'est accepter de vivre une vie dans la précarité. Alors Florence, où vous en êtes? D'abord, bonjour. Merci pour ce tableau-là, ce portrait top. J'écoutais en me disant, ouais, elle est super cette fille, waouh. Oui, je me revendique féministe. Hein. Ah si, je suis féministe en tout genre. Oui, bien sûr. J'aime bien l'idée que les gens se servent de ça comme d'une espèce d'insulte de temps en temps. Je ne sais pas une insulte. Féministe, c'est plutôt... En tout cas, j'assume ça sans difficulté, pas ni pour problème. Qu'est-ce que j'ai tiré de tout ça? Waouh. Je crois que depuis 2 ans et quelques que je suis rentrée en Guadeloupe, j'ai grandi beaucoup. Comme si c'était passé 15 ans. 15 ans dans un petit espace. Et c'est bien. C'est bien, dans la mesure où ça veut dire que les choses bougent pour moi personnellement, mais comme ce sont jamais, que ce soit le podcast Rebelle et la bête, que ce soit par la suite l'action au CAC, que ce soit, je sais pas moi, tout ce que j'ai entamé, tout ce que j'ai lancé là, ma mobilisation auprès du parti dont on parlait tout à l'heure, eh ben, ce sont des choses qui, je crois, rejaillissent juste à côté de moi, un petit peu plus loin, et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose du mouvement que j'avais déjà ressenti, qui grouille là chez nous depuis un certain temps, qui continue à se manifester, et ça me fait plaisir, ça me fait croire que je suis sur le chemin, un chemin qui me convient en tout cas, et qu'en panier d'autres bitems pour faire qui continue d'avancer. Bon, alors, moi je me souviens que tu m'avais dit que tu t'étais fixé 2 ans. Ouais, bon, c'est important. On est à plus de 2 ans. Et il y a aussi cette problématique de précarité que tu dénonçais. Où tu en es par rapport à ça? Alors, je m'étais fixé 2 ans. Alors, on est en 2009. Je quitte mon travail de libraire. Je suis payée très correctement. Ma vie est normale. Ça marche bien. Je quitte mon travail de libraire. Je vais vivre des allocations chômage pendant 2 ans, là. Et je me dis, dans ce laps de temps, il faut que je fasse quelque chose en musique. Évidemment, au bout de 2 ans, il ne se passe rien du tout. Parce que 2 ans dans une carrière qu'on est en train de bâtir, c'est rien. Sauf que le truc important, c'est qu'au bout de 2 ans, je me rends surtout compte que je ne pourrais pas faire marche arrière. Et que c'est ça que j'ai envie de faire, que je vais me donner les moyens de faire de la musique. Donc déjà, la précarité, elle est là. Je suis en France, mais la précarité existe à ce moment-là. Mais avec plein de possibilités. Et c'est pour ça que très vite, ça se renverse et que je commence à vivre de mon métier d'artiste. Super. Puis je rentre en Guadeloupe, effectivement, c'est la catastrophe. D'ailleurs, Pôle emploi, si tu nous entends. Merci. C'est compliqué, hein? Ah, va falloir qu'on en parle. C'est très, très, très compliqué. Toujours compliqué? C'est toujours très compliqué. Même après la lutte que vous avez menée, alors, les lignes n'ont pas bougé? Non, les lignes n'ont pas bougé. Soyons honnêtes, les lignes n'ont pas bougé parce que la lutte qu'on mène, c'est vraiment un truc de fond. C'est tout un travail de fond à imaginer. C'est qu'est-ce qu'on veut pour nos artistes ici en Guadeloupe? Qu'est-ce qu'on leur propose? Quels sont les moyens qu'on met à leur disposition? On parle du régime d'intermittent. Pour les musiciens, on n'est pas très nombreux à profiter de ce régime-là ici en Guadeloupe. C'est dur d'y accéder parce qu'on pense le territoire comme étant petit. Et faire 507 heures, c'est-à-dire, je sais pas moi, jouer 4 fois par mois
sur ce petit territoire tel qu'on le visualise, ben c'est énorme, c'est énorme. Donc quand on est un chanteur lead, même si on a l'amour du public, l'amour incontestable du public, ils vont pas venir toutes les semaines nous écouter, nous donner les... C'est pas possible, c'est pas possible. Est-ce qu'on envisage de changer ça, modifier ça, proposer d'autres solutions? Il y a des choses qui se font. Je crois qu'il y a un dispositif qui s'appelle Café Culture qui permet que les petits endroits, comme les restos, puissent embaucher des artistes et leur payer des cachets. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, leur payer des cachets, c'est déjà un très bon début. Plutôt que de leur fourrer un petit marché imbattable, parce que c'est plus simple en vrai. Mais ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Donc il y a des dispositifs qui sont mis en place, il y a des choses qui se font, mais c'est lent. Le temps de l'homme apparemment n'est pas le temps de tout le reste. Donc mon cher, il faut prendre ça en compte. N'empêche, oui, ça reste vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et il faut avoir... c'est comme s'il faut avoir un petit esprit sacrificiel quand même pour se jeter dans ça. Et moi, j'ai pas l'impression de l'avoir, l'esprit sacrificiel. Donc, j'attends le moment où faire de la musique me rendra heureuse autant sur scène que dans mon compte en banque. Parce que je suis sûre que je mérite ça et pas que moi. Que les artistes qui se donnent à fond et qui sont tellement nombreux dans ce pays-là méritent d'être récompensés pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils offrent et d'être boostés pour pouvoir donner plus, encore et encore. Alors, je vais juste rappeler, donc elle a parlé du dispositif de Café Créole. C'est un dispositif régional, Café Culture, mais il existe aussi un autre dispositif, et ça, je lance un appel à tous les employeurs, à tous ceux qui recrutent, que ce soit des personnes privées pour un mariage ou des professionnels, des administratifs. Il y a la plateforme qu'on appelle Guzo, aussi. Voilà, qui vous permet de pouvoir rémunérer nos artistes en correctement. Absolument. Alors, je vais quand même dire à nos téléspectateurs qu'il y a aussi le Conseil régional s'est engagé pour pouvoir négocier, alors pas seulement pour la Guadeloupe, parce que c'est le cas pour tous les territoires dits d'outre-mer, de négocier, de pouvoir adapter ces fameux statuts d'intermittents, ces fameux volumes d'heures à faire pour nos territoires, parce que c'est vrai que ce dispositif, il est fait pour des territoires à l'Hexagone en France et pas pour des petits territoires tels que la Guadeloupe. C'est ça. Tant qu'on continue à les penser petits, en tout cas, ça ne peut pas fonctionner. Si on s'imagine qu'on va s'exporter, faire venir, etc., ça peut fonctionner. Mais il faut que tout le monde s'engage vraiment dans quelque chose de beaucoup plus profond que juste raboter des petites choses, faire une petite rallonge. C'est pas ça. L'idée de prendre le Centre des Arts et de créer le CAC, c'est vraiment de pousser tous les acteurs concernés, politiques et acteurs culturels, à refondre, à inventer une politique culturelle digne de ce nom, digne de nous. Alors, j'ai vu le spectacle dans la Poule de Manou. Et je pose la question toujours, chaque fois que je reçois des beginners ici, qu'est-ce qui fait que la begin en Guadeloupe n'a pas la place qu'elle mérite dans l'univers musical guadeloupéen, même au niveau du public? Je ne parle même pas des médias. Il y a un musicien d'Amprobe l'autre jour qui me disait, et Willy Salcido m'a dit la même chose, il me disait que c'est la faute des médias aussi. Oui, je pense que les médias jouent leur rôle dans la diffusion de médias. Je ne sais pas s'il n'y a que ça. Quand vous me posez la question là, ça fait bizarre le vous. Je repense à cette polémique du Zouk là dernièrement. Un tel a dit des choses sur nous, c'est inadmissible. Et en même temps, nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le valorise ce Zouk? Est-ce qu'on le valorise? Et pour moi, c'est pareil la Begin. J'ai l'impression elle n'est pas valorisée, pas suffisamment. Non, elle n'est pas valorisée, mais elle a même quelque chose de très poussiéreux dans notre imaginaire. La Begin, c'est vieux, c'est là-bas, ça ne nous concerne plus. Et moi, je trouve ça dommage. La musique, elle est vivante tant qu'on la fait vivre. Quand je reprends les morceaux de Manuela Pioche, dont plusieurs sont des begins, avec 2 violoncellistes, on en voit un à l'écran. Salut Rodolphe. Donc 2 violoncellistes, un bassiste, un batteur, et qu'on réinvente cette musique-là. Mais c'est pour l'offrir au public, non pas dans une version moderne, parce que si je dis ça, c'est comme si j'estime que c'est effectivement vieux, il faut dépoussiérer et redonner de l'éclat. C'est pas ça. C'est remettre dans les oreilles des gens que la begin, ça déchire, et que c'est à nous d'en faire quelque chose qui déchire encore et encore. C'est comme la langue. Voilà. La langue, une fois qu'on ne la parle plus, on peut considérer que c'est une langue morte. Tant qu'on la parle, elle s'enrichit de nouveaux apports, ça crée des polémiques, à pas qu'on s'aille a dit ça, à pas qu'on s'aille a écrit ça, mais langue là qu'à vivre. Oui. Et pour même musique là, c'est même bitel là. Parce que j'ai vu une fois au CAC, qu'on vous avait transmis... un flambeau. Comment on appelle ça le flambeau.
Ou le flambeau de la Bien Biguine. sûr, absolument. Oui. J'ai reçu le flambeau de la Biguine de la part de Winnie Kaona. Pas de Mouna. Le Winnie Kaona. Le Winnie Tout Kaona. à fait. Oui. Effectivement. Parce qu'elle aussi, elle estime qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on garde en vie. Elle l'a reçu de Monde de Rivel. Oui. Elle estime qu'il faut qu'elle passe le flambeau. C'est la transmission. C'est la transmission. Oui. Et elle s'est dit que probablement, par la suite de mon travail autour de Manu Lapioche, parce que je porte quelque chose de fort concernant la culture de ce pays-là, elle s'est dit que je serais tout à fait indiquée pour continuer à porter ça. Et, mais est-ce que les musiciens, par exemple Stéphane ou bien d'autres musiciens, ils ont envie de créer des... Mais je suis sûre que oui, dans l'album bon, de Stéphane, qui s'appelle Bastri Thérapie, oui. il y a de la biguine. Il y a de la biguine. Il y a de la biguine. Moi, j'en mets tout le temps de la biguine quand je fais dans oui, des confirme, biguines en tout genre. Oui, oui, bien sûr. Il y a Mage qui porte aussi. la biguine. On a l'impression qu'elle est toute seule. Voilà, donc il y a des gens qui... Ronnie Théophile aussi. Ronnie Théophile, bien sûr. Évidemment, on ne peut pas oublier Moi, je Ronnie vais quand Théophile. même ajouter bien que sûr. c'est cette génération qui est en train de remettre la biguine, qui est en train de dépoussiérer la biguine. Ouais. Et peut-être l'ancienne génération qui est la vôtre avait peut-être rejeté la biguine. J'ai pas joué de biguine, moi. Et avait privilégié plus le gros cas. Oui. Voilà. Mais au détriment de la biguine. Voyez ce que vous dites. Vous voyez ce que dites. Donc voilà, on a déjà une piste de réponse. Et cette génération qui est la génération Y, au contraire, ils ont remis la biguine au goût du jour. Et en effet, Basque Thérapie a dans ses sonorités garde cette sonorité biguine. Et pas que Stéphane Castro. Alain Jean-Marie aussi. Alors, Alain Jean-Marie, c'est plus votre génération. Voilà. Mais je parle de cette nouvelle génération. Eh bien, ils sont très à l'aise et bon, ils s'amusent dans leur jeu musicaux à remettre la biguine au goût du jour. Donc ça vient bien. Parce que j'ai vu M. Sadik avec Madame Kaona. Oui, effectivement. Ils ont fait une biguine dancehall. Mais c'est ça, c'est pourquoi ne pas... Enfin, moi, ce que j'aime, c'est vraiment utiliser la totalité de ce qu'on a à notre disposition. Alors oui, je reviens sur le coup des polémiques, c'est pas précisément ça, c'est pas le code, c'est pas Kibitin. Moi, ça m'est un peu égal, en vrai, parce que les choses évoluent, parce que je préfère que ça existe à 80% que de le conserver à 100% immobile, invisible et inaudible. Donc, oui, j'en ouvre. La prochaine actualité de... Alors, mais avant termine, l'actualité, je vais juste quand même signaler que c'est aussi une actrice. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez été en 2022 au Cinestar Film Festival. Vous l'avez raté? Oui. Vous avez raté ça. Ça, c'est faux, il y était. Il rate au festival. Donc, elle a joué dans le film La Cousalois, de réalisateurs que vous appréciez, qu'on a reçu ici, le fameux Johnson Law. Oui. Qui aime l'univers fantastique. Complètement. Donc, réalisé en Guadeloupe avec une distribution 100% guadeloupéenne et bien sûr une coproduction de Caribbean Ave, ce collectif de professionnels, donc, et un jeune que vous aimez beaucoup, spécialiste du son. C'est l'expert son en Guadeloupe en matière de cinéma, Steve Lancastre. Voilà. Et donc, on revient sur ton actualité, Florence. Donc, on a dit que tu fais partie des têtes d'affiche pour Terre de Blues, mais pas que. Alors, non, pas que, mais autour de ça, alors, Terre de Blues, je suis ravie. Terre de Blues. Je suis ravie parce que c'est une opportunité de m'adresser à plein de gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Donc, voilà, je prends ça comme un challenge et comme un super terrain de jeu. Voilà, c'est comme ça que j'aborde ce concert-là. Et autour, c'est l'occasion de faire des choses et notamment de ressortir de la musique. Parce que quand on va sur mes réseaux, il y a de fortes chances qu'on tombe sur l'album Funcon, qui a déjà 11 ans. Le temps passe. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a des petites choses. Il y a un lien éternel par-ci. Il y a un super morceau de Stéphane Castri qui s'appelle Pamoli. Il y a le duo avec Dominique Coco, Artiste Résistance, #Artiste Résistance. Mais moi, j'ai pas de sortie de projet. Donc, il y a Dans la peau de Mano qui va arriver dans quelques temps. Mais très, 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 très imminemment, de façon imminente, en français, dans très, très, très peu de temps, vous aurez un titre... chanter, voilà, je dis chanter. Et juste après, vous aurez très probablement un bel album. Alors, comment s'appelle le titre chanter quand même? Il s'appelle Chanter. Chanter? Il s'appelle simplement. Ouais. Sinon, en attendant, on vous donne tous rendez-vous à Terre de Blues. Le 28 mai à 18h. 18h. Donc, à 18h. En live en plus. En live. Donc, soyez là à 18h. On sait que 18h, c'est là, tout le monde peut arriver, mais à organiser les autres pour arriver. 18h, 28 mai, ce sera à Murat. Je suis déjà contente, j'ai plein d'idées, plein d'idées. Et si on arrive à tout mettre en place, tout le monde devrait être ravi.
Merci, Madame Ferdi. Merci à vous et surtout merci à toi, Flo. Merci beaucoup. Et merci, Flo. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Et bonne santé. Merci. Voilà, on prend la deuxième pause. Voilà, nous sommes avec vous et nous allons terminer un instant avec Madame Jacqueline Jacquerie, qui est présidente du CIPN. Bonjour. Tout le monde qui a gardé ZCL. Et Monsieur Johnny Désir, président de Tête Collée, association haïtienne. On en parle dans un instant. Mais pour l'heure, on part tout de suite en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que notre chroniqueuse du vendredi, je vais parler de Manick, se trouve là-bas pour un salon du livre. Manick, bonjour. Bonjour Danick, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, comment ça se passe là-bas? Oh, c'est juste exceptionnel. Oui. Un accueil digne de ce que nous pourrions faire également si nous recevions une délégation venue d'ailleurs. Oui. C'est vrai que nous sommes vraiment très très bien accueillis. Un salon qui, avec beaucoup de visiteurs, notamment énormément d'enfants. Et c'est vrai que le format du livre audio, en tout cas, est accueilli à bras ouverts. Alors, quelle heure il est en ce moment en Côte d'Ivoire? Alors, on a 4 heures de différence, il est 17h30. Ah, 17h30, et quelle est la température à peu près? Comme ici, comme en Guadeloupe? Comme ici, alors il fait beaucoup plus chaud parce qu'on n'a pas de vent dévalisé. Oui. Et on est arrivé en pleine période des pluies, donc le temps est très très lourd et très humide. Vous êtes dans quelle ville exactement, Manick? Alors on est à Trècheville. Trècheville, c'est un quartier d'Abidjan. Oui. Un quartier, mais quand même qui représente 1 300 000 habitants. Oui, quand même. Donc, oui, quand même. C'est-à-dire qu'on peut y mettre plusieurs fois la Guadeloupe. Oui. Et alors, comment ça se passe le salon? Parce que vous êtes une Guadeloupéenne, vous débarquez, entre guillemets, avec Didier Manette. On a aperçu, là, tout à l'heure, au Salon du Livre d'Abidjan. Comment ça se passe, la relation avec les Africains, que vous rencontrez, les Ivoiriens qui connaissent la Guadeloupe, certains qui ne connaissent pas? Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que c'est notre deuxième participation. Et c'est vrai que dès qu'on est arrivé, alors le retour, c'est « Ah, Manick, tu es revenu !» Donc, les gens se souviennent déjà de notre passage de l'année dernière. Et l'accueil est exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils nous accueillent comme leurs frères et sœurs. Hein. C'est un retour sur la terre-mère, parce que l'histoire est ce qu'elle est et on la connaît. Et alors, les références de la Guadeloupe et de la Martinique, ils les ont, puisque le zouk... on peut entendre du zouk sur le salon du livre. Oui, certains parlent le créole parce qu'ils ont appris le créole via les chansons de Kassam. Oui. Donc on est vraiment, enfin on est à la maison, on est vraiment à la maison et c'était comme si on n'était jamais parti, sincèrement. Alors Manick, autre chose, vous êtes là aussi pour faire la promotion du livre audio puisque la chronique ici c'est le livre audio que vous faites. Comment ça se passe avec vos productions? Alors ça se passe très très bien, c'est-à-dire que ce qu'on propose, on a proposé un atelier qu'on proposait déjà l'an dernier, c'est-à-dire que les adultes et les enfants ont la possibilité d'être en lecture immersive, c'est-à-dire qu'ils écoutent des histoires en direct. Et pour ce salon spécifiquement, nous avons créé des prix francs CFA, hein, puisque ça n'a rien à voir avec le niveau de vie que nous avons. Tout à fait. Et le livre est accueilli par... Enfin, le livre audio, c'est vraiment la tradition de l'oralité. C'est eux-mêmes hein, souvent qui me le rappellent, même si je le sais. Et ils se rappellent également que c'est cette fameuse tradition de l'oralité qui a fait qu'ils sont devenus les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Et ils sont heureux de pouvoir se replonger dans des histoires, même des adultes qui vont s'asseoir, parce qu'on a installé vraiment un petit salon où les adultes sont assis et ils écoutent des histoires, des contes, et ils sont heureux. Et donc l'objectif est vraiment atteint, puisque l'an dernier, nous avions déjà des partenariats, mais encore plus cette année. J'ai eu à participer à un panel sur la digitalisation, donc à côté d'autres grandes maisons d'édition du territoire. Donc je suis vraiment reconnue dans ma fonction et dans le statut de ce que représente une voix et une histoire. C'est exceptionnel, vraiment. Alors une dernière question. Est-ce que l'année prochaine, il y aura un livre audio avec un auteur de Côte d'Ivoire ou de notre pays africain? Il y en a déjà. Il y en a déjà? Il y a déjà, oui, il y a déjà, oui, puisque nous avons signé des partenariats. C'est-à-dire que nous avons signé avec... La Côte d'Ivoire fonctionne en association. Oui. Nous avons signé avec la plus grande association d'éditeurs de livres. D'accord.
Alors, Donc ce sont des éditeurs qui sont réunis ensemble. Et donc, Une Voix, une Histoire, nous sommes le partenaire exclusif, puisque nous sommes les seuls à le faire. Nous mettons en voix les livres qu'ils m'envoient. Nous avons également un conteur du Kinshasa qui travaille avec nous. Voilà, le Sénégal m'a relancé, puisque j'ai rencontré la délégation sénégalaise. Alors, il faut leur dire que l'année prochaine... Ensemble. Oui, il faut leur dire que l'année prochaine, le ZCL se fera en direct du salon. Oui, bien sûr, il faudra... Oui, tout à fait. Voilà, merci en tout cas, Manick, qu'on espère retrouver très bientôt. Ne revenez quand même, hein, Manick, pas rester en bas là. Hein. Oui, je reviens. Non, c'est important parce que l'objectif, c'est de créer ce pont entre la Caraïbe et le continent. Mais je vais revenir pour justement solidifier ce pont et faire en sorte que ce ne soit pas que moi qui ai à me déplacer, mais faire venir régulièrement. Voilà, merci. On va tout de suite tomber dans la chronique de Manick avant de recevoir nos 2 derniers invités. C'est parti pour un livre, une histoire, des images. C'est parti. Maman cherche le secret. Les bœufs tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. Manick, bonjour. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors, de qui? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, nous allons faire un plongeon dans le passé avec un auteur, donc George Cox, qui a publié un ouvrage qui s'appelle Souvenirs d'antan de la Guadeloupe et qui nous permet, donc, comme je disais, de faire un plongeon dans le passé. C'est un recueil donc de poèmes écrits en prose et en fait, il nous permet, en tout cas aux nostalgiques et à ceux qui souhaitent redécouvrir ou découvrir la Guadeloupe, d'antan, tout à fait, de pouvoir donc se balader dans différentes scènes de vie. Donc c'est vrai que ça va être l'occasion de pouvoir redécouvrir le port de pêche, les lolos, et également différentes scènes de vie avec les animaux, le cochon, les bœufs, tout en sachant qu'on sait très bien ce qui se passe avec le cochon à la fin de l'année. Oui. Donc c'est en tout cas un ouvrage qui permettra à tout un chacun de se dire ah ouais, la Guadeloupe elle était belle, elle est encore belle parce qu'il se passe encore de jolies choses, mais c'est vrai que c'est l'occasion de redécouvrir et d'avoir un autre regard sur cette Guadeloupe qui a fait vibrer nos aînés. Et nous avons donc proposé un extrait normalement qui fait 6 minutes, mais là on a raccourci pour l'émission. Tu l'as raccourci? Oui, on a raccourci. Mais on écoute tout de suite. Tandis qu'aux Saintes, terre de haut et terre de bas, sous les cocotiers valsés par la brise, une petite chaumière reçoit les attentions particulières des palmes qui lui font de l'ombre, lui serrant la main en guise de fidélité pour ralentir les érosions du temps. Certains, assis, raccommodent de longs filets, concentrés comme une cicatrice sur la blessure, ils ne parlent pas. L'exercice n'est pas difficile, c'est le devoir, le vis-à-vis de la vie, quand Dieu demandera des comptes pour son héritage, le fruit du ventre. Une femme, assise sur une chaise, berce sur ses genoux un petit enfant au gré des blagues viriles que se partagent les hommes, dont la tonalité et la musicalité mélangées de rire compliquent le sommeil juvénile. Mais l'Alizé est bon, les paupières trop lourdes finiront par céder. Qui dans l'embarras, petite dodo, papa pas là, c'est maman de celle qui dans la misère. La 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 la. Depuis bon matin, papa allait la pêche. Il laissait maman qu'a fait la fumée. Depuis bon matin, papa allait la pêche. Il laissait maman qu'a fait la fumée. Petite dodo,
papa pas là. C'est maman tout seul qui dans l'embarras. Petite dodo, papa pas là. C'est maman tout seul qui dans la misère. Dodo, petite. Dodo. La 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 la. Dodo, petite, sa maman. Depuis beau matin, papa descend en ville. Il laisse maman qu'a filé les aiguilles. Depuis beau matin, papa descend en ville. Il laisse maman qu'a filé les aiguilles. Petite dodo, papa pas là. C'est maman tout seul qui dans l'embarras. Petite dodo, papa pas là. C'est maman tout seul qui dans la misère. C'est maman tout seul qui dans l'embarras. C'est maman tout seul qui dans la misère. C'est maman tout seul qui dans l'embarras. Dodo, petite. C'est une petite chansonnette que j'ai entendue dans mon enfance. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un livre audio très particulier parce qu'on a vraiment voulu plonger les lecteurs, enfin l'auditeur, dans les bruits d'antan. D'où cette chanson, puisque c'est une femme qui attend les pêcheurs sur le bord de mer avec son enfant et qui lui chante une petite berceuse pour qu'il puisse s'endormir. Et c'est vrai que ce livre audio, en tout cas, on l'a tout d'abord pensé en podcast. Oui. C'est quoi un podcast? Alors, le principe du podcast, en fait, c'est des mini-épisodes. On pourrait dire que c'est une série, en fait, si on devait rapprocher au monde de l'audiovisuel. Ça permet donc de susciter, en tout cas, l'intérêt, parce que ça peut être un livre audio qui va durer très, très longtemps. Mais on s'était dit que là, le découpage et la façon dont George Cox avait écrit cet ouvrage-là, il permettait de le découper en série. Et c'est comme ça que chaque petit épisode, c'est une nouvelle scène qu'on découvre. Et là, ce qu'on vient d'écouter, donc c'était un matin en bord de pêche. Et le livre est déjà disponible? Le livre audio n'est pas encore disponible. Les podcasts le sont déjà gratuitement sur notre page Instagram, donc uniquement sur les réseaux. Nous avons dû refaire un travail d'édition et de production avec Florence Napri, puisqu'au départ c'était ma voix, ce qu'on vient d'entendre là c'est ma voix. Et ensuite j'ai travaillé avec Florence justement pour qu'elle puisse reprendre la totalité et qu'on puisse voir comment, toujours là sur la plateforme, on le présente à nouveau en série. On rappelle le nom de l'ouvrage? Les souvenirs d'antan de la Guadeloupe, écrit par George Cox. Merci. Malik, et à très bientôt. À bientôt. Bye. Voilà, on revient en Guadeloupe et on revient en direct avec, je vous l'ai dit, Jacqueline Jacquet et Johnny Désir. Alors, Jacqueline, un peu plus on vient là, je là. Oui, nous venons parler téléspectateurs à ZCL de marche que nous avons fait. Alors, c'est une marche que nous avons l'habitude de faire, Covid là, tu fait nous arrêter. Et donc, nous avons point dans là ça, c'est un nous marcher à Citras à combattre en 1802 et surtout à Citras à Ignace. Et donc, nous sommes partis de... Alors, pour qui Ignace et puis 1802, il faut nous savoir qu'en 1802, eh bien, troupe Napoléon est venu en Guadeloupe pour rétablir l'esclavage avec M. Lacrosse et M. Richepens. Et donc, les ancêtres en nous qui connaissent la liberté depuis 1794 refusaient ou entrer en Bajouk. Et donc, ils ont décidé de lever. Ils ont décidé de lever du bout pour combattre par Napoléon. Et donc, c'est comme ça, eh bien, ils ont trouvé dans une situation là, ils ont Delgrès, Signas et puis un certain nombre de grands militaires prennent tête à la rébellion là, de façon à ce qu'ils ont dit non et oui à la liberté et à la dignité.
Ou pas venir tout seul, ou venir même si jeudi des opportunités. Absolument. Alors, non seulement nous venons vers Guioni, mais on vient aussi dire que nous pas tout seul au niveau ACIPN. Donc, permettez-moi avant de laisser Guioni la parole de dire les associations et organisations qui ont travaillé avec nous. Donc, nous ni l'ANG, nous ni Voukoum, nous ni Tête Coulée, bien entendu, nous ni les Amis de la Santé, nous ni la CGTG, l'Étoile du Carmel, NAM, Agir en Citoyen, Céréales, Mounkika et FKNG. Donc, toutes ces associations-là, nous avons travaillé ensemble depuis 2016 à peu près, 2016-2017, à l'entour à projet-là, qui sont très, très belles marches. En quel essai, Yoni du mot, et puis en vous pinassi. Alors, je dis merci de les vignerons. Alors, pour que l'année là, ça, à pas première année. Si première année, je reviens vers la machine là, ça? Non, pas du tout, puisque nous là depuis dès le départ. En tant que président à Tête Collée, là, Jacqueline criait moi, il dit moi, mis un projet en fait que tu as mis en place. Donc, en tant qu'haïtien, on pas te dit non, parce que là, on a regardé bien en fait, non certains parallèles entre ça qui était passé en Guadeloupe en 1802 et ça qui était passé en Haïti en 1802, parce que c'était le même combat là. Évidemment, Haïti, nous d'autres aboutissements, mais combat là, à la base, c'était le même combat là, pas tenir deux combats. Donc, c'est en lien en âge. On y en a effectivement. Donc c'est toujours un plaisir de participer. On est toujours là, sauf première année, là, pas TP, pas Santénie, un problème en genou. Mais on toujours là, on toujours fait toute marche là de Bastère à Pointe-à-Pitre, c'est son plaisir. Et donc il y a des Haïtiens à Tête Collée qui ont dans machine là. Oui, en fait, les années passées, oui, mais l'année là, sans pas ça qui est passé, ils sont pas en forme, donc ils dit moi PPP. Ah, ils peuvent marcher là tout raide. Mais ils ont participé dans l'eau puisque nous avons fait manger pour les marcheurs, parce que faut une force pour faire marche là, donc nous avons participé dans l'eau. Voilà. Alors, chacun de nous, si au cul qui est fait quand même. Oui, alors, nous sommes partis donc de Fort-Delgrès, le samedi. C'est ça, oui, Fort-Delgrès, oui. Par rapport au Poissy, non? Non, c'est Fort-Delgrès à Bastère, côté la rue Laudenois, et à 5h de l'après-midi, et nous sommes marchés le 20 mai. Oui, le 20 mai, nous sommes marchés donc toute la nuit, vers des période de ravitaillement, puisque bon, on peut bien comprendre que marcher toute la nuit comme ça, d'un seul trait, même si dans 7 ans nous fait, nous pas ni race là sans. Ça. Non, c'est pas vrai. En tout cas, nous pas prévoir de faire comme ça. Nous faisons avec des haltes, des moments de ravitaillement, des moments de regroupement, de façon à ce que les gens qui ont osé faire marche, parce que c'est vrai qu'il faut oser, c'est un état d'abord ça va passer, et bien faut pas décourager. Et donc nous passer toute la nuit dans les différentes communes, vers des haltes qu'on a dit, pour nous arriver le lendemain au niveau à Sonis, au niveau à Boulevard des Héros, côté Ignace. Alors, en bon créole, nous pas dire halte, nous pas dire campo. Un campo, oui, absolument, on a raison. En bon route chicam. Nous avons dit au campo, effectivement, nous avons des campos et c'est important. Alors, nous avons dit aussi que nous avons tout un dispositif avec nous, bien entendu, qui est accompagnateur, qui est infirmier, tout ça, de façon à ce que. Et qui boit et manger. Ah oui, surtout, oui. Je dis que il y a un bois et manger là. Ah non, qu'il y a un ravitaillement, tout le monde habite là. Et d'ailleurs, on a profité pour moi remercier nous à CIPN toutes les communes qui ont accepté d'accueillir nous et nous pas là-dedans ravitaillement là. Donc en cité, commune Goubert, commune Trois-Rivières, commune Goyave, Capester et Petit-Bourg, Bémao et Zabim. Voilà, d'après moi. Et la Pointe? Non, nous pas, parce que comme nous avons traversé, c'est vrai que nous pas sollicité au niveau don, au niveau, mais. C'est arrivé là, c'est la Pointe, c'est ça? Oui, non, c'est Zabim, puisque. C'est Zabim, arrivé là, c'est Zabim, voilà ça. Oui, boulevard des Héros, mais bon, pas de problème. En tout cas, nous avons profité pour nous remercier. Et donc, quand tu as dit, nous qui accompagnés, j'aurais vous comme là, ça c'est important. Nous avons aussi Mario Coco qui recevoir nous, là, nous arrivé la Pointe, nous avons Agir en Citoyen qui est là, qui fait
Didico. Bon, nous, en tout cas, nous mettons en place tout un dispositif de façon à ce que marche là, ça qui sont marche mémorielle, et ça, c'est important. Hein. Nous pas de marche sportif, nous avons marche mémorielle. Pas de compétition, on veut dire. Non, pas de compétition, c'est marche mémorielle. Premier arrivé, pas gagner rien. Non, nous, et puis que ni premier arrivé, parce que tout le monde là qui est arrivé derrière Bandrol là, c'est important que les gens comprennent que nous vraiment adorons l'IANAGE, et vers ancêtres en nous, et vers les combattants. Et il faut nous faire aussi, nous profiter de faire un petit distinguo, parce que les gens qui comprennent, c'est dans le cadre d'abolition de l'esclavage que nous avons fait manifestation là. Non, c'est vraiment dans le cadre à combat pour, contre l'établissement, voilà, résistance contre l'établissement à l'esclavage par M. Napoléon. Et donc ça fonde. Nous quoi dire merci, Johnny, nous quoi dire merci aussi. Bon force. Merci. Kembe. Et nous connaissons les autres comme d'habitude. Absolument, pas de merci. Tout le monde est là, sauf un monde. Bon, voilà. Alors, dernier sujet d'actualité, projet pour le sauvegarde de la race créole. Charlie Dagonia, c'est parti. Le projet en lui-même, donc Caribio Créole, qui est un projet qui a été financé dans le cadre du FEADER, donc des financements européens pour l'agriculture, est un projet innovant dans lequel on a souhaité valoriser les races créoles en élevage. Donc, race créole en bovin, race créole en porcin, race créole en petits ruminants, c'est-à-dire en caprin et en ovin. Les races locales en tout cas. L'atelier qui est organisé aujourd'hui, il vient dans la continuité de ceux organisés déjà en juin 2022, où on posait le diagnostic sur les races créoles en Guadeloupe, bovines, caprines et porcines, avec les éleveurs. Et une fois qu'on a eu posé ce diagnostic-là, on a travaillé en janvier dernier, donc en janvier 2023, sur des propositions. Qu'est-ce qu'on aimerait voir naître pour les races créoles, pour sauvegarder et maintenir les races créoles, que ce soit en termes de sélection, en termes de valorisation. Et du coup, une fois qu'on avait ces propositions qui ont été co-construites par des éleveurs, des institutionnels, des administratifs, des chercheurs, des techniciens, etc., aujourd'hui, on s'est donné pour objectif donc, de restituer ce travail-là et puis de travailler pour préciser les propositions, donc pour aller vers une feuille de route, un plan d'action pour la sauvegarde des races créoles. Déjà, c'est une très belle initiative de leur part et d'avoir invité des professionnels. Pourquoi ? Parce qu'on a un regard toujours présent. Parce que c'est nous qui transformons et les produits sont excellents. Il faut savoir les cuisiner. Donc, notamment la race bovine, on travaille dessus. On a expliqué, alors j'explique comment, je donne des recettes. On crée, et donc c'est pour cela qu'on a continué aujourd'hui. On continue ce travail qu'ils ont initié. Belle initiative, je le répète, parce que là, si on veut consommer local, déjà on fait un travail énorme sur les produits locaux, mais les produits du terroir, tout ce qui est végétal. Mais là, au niveau viande et tout ça, il y a un travail à faire, notamment pour le lapin. Le lapin, le porc, bon, ça fonctionne. La volaille et le bœuf, surtout le bœuf. Je pense qu'il faut que les gens se renseignent sur les aptitudes des races qui veulent... Mais ça dépend de l'objectif, en fait, de l'éleveur, avant tout. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de faire du pur créole, puisque c'est une race qui me plaît vraiment. Mais il y a des gens qui ont d'autres objectifs, peut-être pour la boucherie, et qu'il leur faut des animaux un peu mieux conformés, donc ils peuvent faire les croisements aussi. Mais ça dépend en fait de chaque personne et chaque éleveur et de leurs objectifs en fait. Je ne peux pas dire à une personne c'est bien ou c'est pas bien d'élever du créole. Voilà, eh bien c'est avec ce dernier reportage de Charlie Dagonia que nous allons fermer le ZCL News. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Julien Mélin et Jordan Charlène de l'UNAS, qui s'occupe effectivement de sauvegarde des gens en difficulté au niveau handicap, etc. Ils nous ont bien expliqué ça. Ils ont expliqué surtout qu'ils ont un projet pour les 24 heures du Mans. Ce sera prochainement une quinzaine de jeunes Guadeloupéens. Ils vont 24 heures du Mans. On a reçu ensuite Marilène Ferdi et Florence Napri dans la chronique ICC News. Comme d'habitude, on est allé faire un petit tour en Côte d'Ivoire avec Manik Siar Siteka. Une voix, une histoire, des images, mais aussi depuis la Côte d'Ivoire, nous a parlé du salon qui est en train de s'organiser en ce moment. On la retrouvera la semaine prochaine. Et puis, on a terminé avec nos deux derniers invités, Jacqueline Jacquet et Johnny Désir, pour la marche de mai 1802, comme chaque année, organisée par le CIPN. Voilà, sur l'information, la visite du chantier EDF, on a vu un peu l'importance de ce chantier. On a parlé aussi de l'INRAE. Et nous sommes allés faire un tour à Sainte-Rose pour la conférence de presse du lancement, non pas du tournage du film, qui s'appelle L'homme au bâton de Christian Lara, qu'on aura l'occasion de recevoir ici très prochainement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation a été faite par Jordan
et avec son assistante Njoana. Et nous, on vous salue. On vous dit bon week-end. Pas laguer et faire attention à ces là, route là, pas que pour monde n'est pas roulé avec pour l'alcool en bouche azote. Je sais bien que ça n'a pas qu'à fait. Et je rappelle quand même une dernière information que nos deux coachs, je vais parler de Sabrina Garçon et Siana Diochou, seront le 13, c'est-à-dire demain, à Petit-Bourg, à partir de 9h le matin jusqu'à 16h. Et il y aura aussi un masterclass dans l'après-midi. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, portez mon aide. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous salue et puis, bon week-end.